Bonjour et soyez les bienvenus dans Ça fait l'actualité, votre émission de décryptage et d'analyse des faits brûlants d'ici et d'ailleurs. Ce numéro spécial braque ses projecteurs sur les violences basées sur le genre et ce n'est pas un hasard si nous en parlons aujourd'hui. 10 décembre, c'est bien le jour de clôture des 16 jours d'activisme qui ont débuté depuis le 25 novembre dernier contre les VBG. 16 jours pour sensibiliser, alerter, mobiliser sur les coups. Violences sexuelles, mariage forcé, harcèlement, violence psychologique, économique et même numérique et parfois l'irréparable qui est le féminicide. Ces cas qui bouleversent l'opinion publique et interrogent comment en est-on arrivé là et où en sommes-nous avec la lutte? Qu'est-ce qui est fait pour éviter que cela se reproduise? Autant de questions à décortiquer avec notre invité dans un court instant et ça fait l'actualité. Vous vous souvenez sûrement de ces affaires qui ont remué la toile de jeunes femmes tuées par celui qui disait les aimer. Ces drames ont choqué la Côte d'Ivoire et relancé une fois de plus le débat sur les féminicides et les VBG. Et à titre d'exemple, le meurtre de Grace Tralou, cette étudiante infirmière de 37 ans poignardée par son conjoint à Port-Bouët, c'était le 8 septembre dernier devant leurs 2 enfants, a provoqué une onde de choc national et une vague d'indignation sur les réseaux sociaux, mais aussi des réactions officielles. Et c'est justement là que notre question commence. Quelles avancées réelles depuis ces 15 dernières années dans l'engagement contre les VBG? Avant d'en débattre, je vous propose donc ce point dressé par Eve Boué sur la situation des violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire. Et on se retrouve juste après pour les échanges. 727 cas de violences basées sur le genre VBG ont été enregistrés par le Conseil national des droits de l'homme CNDH au premier semestre de l'année 2025. Ces cas sont répartis selon la typologie ci-après. 234 cas de déni de ressources, d'opportunités et ou de services, 192 cas de violences physiques, conjugales et tentatives d'homicide, 177 cas de violences psychologiques, émotionnelles, y compris le harcèlement sexuel, 76 cas de viol, y compris la sodomie, 28 cas de mariage forcé, précoce ou d'enfants, et 20 cas d'agression sexuelle, y compris les tentatives de viol et les mutilations génitales féminines. Derrière ces chiffres, une constante. Les femmes et les filles sont les plus touchées. 403 pour les femmes et 187 pour les filles. Une cible encore plus fragile, les personnes vivant avec un handicap. 14 cas recensés sur les 727. Au 2 novembre 2025, le CNDH a traité 1114 requêtes relatives au VBG sur un total de 3163 requêtes reçues. Et les données montrent une progression continue depuis 2020. Dépendance économique, pression sociale, poids des traditions, tabous persistants, autant de facteurs qui enferment les victimes et freinent les signalements. Les violences basées sur le genre tracent aujourd'hui une véritable ligne de fracture dans la société ivoirienne, touchant d'abord les plus vulnérables. Face à cette réalité, une question essentielle demeure. Quel sursaut collectif, politique et social la Côte d'Ivoire est-elle prête à engager pour enrayer durablement ce fléau? Retour sur le plateau et on parle de l'engagement contre les VBG en Côte d'Ivoire, les défis qui persistent dans cette lutte. Vous l'avez entendu dans cet élément de Eve Boué. Justement, pour en parler, nous sommes avec Ghislain Koulibaly. Vous êtes sociologue spécialiste genre, VBG et masculinité positive. Merci d'être avec nous. Merci. Pour les échanges aujourd'hui, se terminent les 16 jours d'activisme contre les VBG et vous l'avez vu dans cet élément de notre reporter Eve Boué, des chiffres chocs. Qu'est-ce que ça vous fait? Merci. Alors, je voudrais dire que la période des 16 jours d'activisme, c'est une période où on mobilise. Donc, c'est une période de mobilisation de tous les acteurs, toutes les parties prenantes. C'est une période d'intensification des opérations de terrain qui visent à prévenir, sensibiliser, former, vraiment lutter contre toutes les formes de violence faites aux femmes ou à l'égard des femmes. Donc je voudrais dire que quand j'ai suivi ce reportage avec beaucoup d'intérêt, je vois déjà une première observation qui me vient à l'esprit, c'est de féliciter la présidente du CNDHCI et toute son équipe pour le travail
important qui est réalisé sur le terrain ici en Côte d'Ivoire. Vous constaterez que depuis l'avènement de la présidente et de son équipe, on a un positionnement de cette institution dans les consciences collectives. Et le travail fait qu'aujourd'hui, on sait exactement ce que c'est que les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Et un des indicateurs, c'est la saisine. Aujourd'hui, les saisines augmentent. Lorsqu'on joint le CNDHCI pour dénoncer des cas de violence basés sur le genre, ça veut dire que le CNDHCI fait son travail. On aura l'occasion de parler Ceci dit, lorsqu'on regarde les statistiques qui ont été présentées, je pense qu'il faut d'abord déduire tout de suite que le phénomène des violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire est une réalité tout simplement. C'est une réalité parce que nous avons des chiffres qui attestent que c'est des cas réels, avérés, qui sont dénoncés et effectivement pris en charge. J'insiste parce que la Côte d'Ivoire, en 2012, s'est dotée d'une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, mais c'est en 2014-2015 que ce document a véritablement été adopté, vulgarisé et toutes les parties prenantes ont pu s'approprier ce document. Mais tenez-vous bien, c'est une prise en charge holistique. Il faut absolument que le cas soit dénoncé et effectivement pris en charge. S'il n'est pas dénoncé, effectivement pris en charge, il n'est pas pris en compte dans le mécanisme qu'on a appelé le GBV-AMS. Je vais vous donner l'évolution statistique. Le CNDHCI a donné les statistiques, c'est une porte d'entrée. Mais le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant est la structure au niveau gouvernemental qui a le lead sur les questions de promotion du genre en Côte d'Ivoire, y compris les cas de VBG. Et donc, lorsque vous regardez, par exemple, en 2010, la Côte d'Ivoire a effectivement enregistré 711 cas de violences basées sur le genre. D'accord. En 2010. Est-ce que c'est spécifié quelle violence, quelle forme de violence Nous avons pu enregistrer 159 cas de viol. Là, on est en 2010. Agression sexuelle, 22. Agression physique, 82. Mariage forcé, 0. 366 cas de déni de ressources, d'opportunités et de services et 82 cas de violence psychologique et émotionnelle. Nous étions en 2010. Alors, je vais remonter jusqu'en 2019. En 2019, la Côte d'Ivoire a enregistré 3193 cas de violences basées sur le genre, dont 693 cas de viol. Voyez-vous, je peux citer les autres, mais je vais vous en faire l'économie. En 2020, nous sommes montés à 5405 cas de violences basées sur le genre, dont 822 cas de viol. En 2021, 6040 cas de violences basées sur le genre, dont 954 cas de viol. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Si je m'en tiens au dernier rapport annuel statistique du ministère de la Femme, Famille, Enfants, nous sommes exactement à 9607 cas de violences basées sur le genre. D'accord, donc on observe une recrudescence. Ici, on ne parlera pas de recrudescence tout simplement parce que ça traduit une déconstruction de la culture du silence pour aller vers la culture de la dénonciation. On aura l'occasion de rentrer dans les détails tout à l'heure. Largement, merci à vous. Alors, nous recevons aussi sur ce plateau Monsieur Nieblé Labé. Vous êtes le directeur exécutif de l'ONG ONEF et référent pays de l'Alliance Droit et Santé, point focal VBG. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, madame. Avec vous aussi, nous allons parler des différentes formes de violences basées sur le genre, parce que vous êtes toujours en contact avec les victimes, connaîtra un peu déjà les processus en termes de signalement, par exemple, porte de plainte et tout. Donc, dites-nous, Monsieur Labé, déjà, quelles sont les formes de violence qui dominent aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Alors, avant de répondre à votre question, permettez-moi de dire ceci. Aujourd'hui, consacre la journée des droits de l'homme. C'est-à-dire, on se marque une pause pour faire le bilan de tout ce qui a été fait durant l'année 2025. Ça, c'est à saluer.
L'autre chose que je voulais dire avant d'aller plus loin, c'est de saluer et marquer toute ma solidarité avec toutes ces victimes qu'on a identifiées, qui sont connues, pas connues, certaines qui sont à l'anonymat, mais quand même qui souffrent de ces violences-là. Je voudrais les saluer. Je voudrais saluer également les familles des femmes qui ont subi ce qu'on appelle aujourd'hui le féminicide. Elles sont de plus en plus nombreuses, ces femmes-là. Et il faut saluer le courage de la résilience de leurs parents, de leurs familles, de leurs enfants qu'elles ont laissés derrière du fait de ces meurtres crapuleux. Et je ne pouvais pas ne pas le faire. Maintenant que c'est fait, alors les violences qui sont prédominantes dans la sphère de ce qui est enregistré, comme il le disait, ce sont surtout, nous enregistrons, parce que moi je suis dans la communauté et je fais les enregistrements au quotidien. C'est surtout les violences physiques, les violences, les dénis de ressources, d'opportunités, de services. Parce qu'aujourd'hui, la question de la paupérisation, la question de la pauvreté est également un aspect, un déterminant qui fait que les violences-là se perpétuent dans le temps et dans l'espace. Mais au-delà de cela, il y a d'autres violences, comme il a dit. Mais je voudrais revenir sur un aspect de son élément de réponse quant à l'augmentation ou non des violences basées sur le genre. Peut-être qu'on pourrait faire l'analyse à deux niveaux. C'est vrai, une statistique qu'on produit comme ça n'a aucune valeur si on ne la questionne pas, si on ne l'interroge pas pour la faire parler. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit une recrudescence de façon physique, on le constate, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que ça veut dire que nous travaillons tellement bien qu'aujourd'hui, la culture de l'omerta, c'est-à-dire du silence, recule et donc il y a de plus en plus de dénonciations? Ça, c'est une analyse qu'on peut faire. Mais l'autre chose, c'est de voir est-ce qu'il n'y a pas vraiment de recrudescence. Alors, il y a deux thèses qui s'affrontent en ce moment-là. Moi, je pense, pour mettre tout le monde d'accord, ce serait de faire une étude pour vraiment regarder ces chiffres-là de près pour pouvoir répondre sereinement à cette question et concilier ces deux positions, je pense. D'accord, Monsieur Coulibaly. Oui, sur ce point, je voudrais vraiment être très à l'aise. Vous savez que nous vivons dans une société patriarcale. La société patriarcale est caractérisée par l'idéologie patriarcale. Mais l'idéologie patriarcale, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des normes sociales, des stéréotypes sexistes, des pratiques sociales qui mettent l'accent sur l'hégémonie masculine. Un exemple très concret. La domination, ça veut dire simplement que tout le jeu de régulation sociétale se fait autour de l'homme. C'est-à-dire l'homme est le chef de famille dans la société patriarcale. Et dans cette société, la violence est normalisée. Parce que nous sommes dans un contexte de banalisation, un contexte de normalisation, un contexte de tolérance. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver dans une société où il y aura très peu de dénonciations de faits de violence basés sur le genre. Mais au passage, je m'en voudrais de ne pas définir ce que c'est que la violence basée sur le genre. De façon simpliste, c'est un thème générique qui désigne tout acte nuisible qui est perpétré contre le gré d'autrui. Ça veut dire qu'il n'y a pas de consentement à la base. Un. Deuxième élément, ces violences basées sur le genre vont prendre forme dans la différenciation socialement prescrite par la société, c'est-à-dire les rôles assignés aux hommes et aux femmes. Le premier déclencheur, ce sont les stéréotypes sexistes. Voyez-vous, on est dans des rapports inégaux, on est dans des situations où le consentement n'est pas une réalité et l'acte de violence qui est perpétré, c'est en raison soit du sexe, soit de la vulnérabilité ou de l'identité de genre. Voyez-vous? Et donc, on ne peut pas parler de statistiques plausibles parce qu'on ne dénonce pas. C'est la culture du silence, c'est la culture de l'omerta. Maintenant, qu'est-ce que le gouvernement ivoirien fait? Le gouvernement a mis en place un système pour capter les cas de VBG qui sont dénoncés à partir de nos portes d'entrée, les centres sociaux.
les complexes socio-éducatifs, les commissariats, les brigades de gendarmerie en milieu rural, les hôpitaux, voyez-vous, les organisations de la société civile et les leaders communautaires, les guides religieux, il y a plusieurs portes d'entrée. Mais les statistiques, lorsque vous regardez l'évolution, ce n'est pas parce qu'il y a plus de cas de VBG, mais c'est simplement cette synergie d'action entre le gouvernement ivoirien, donc l'État, le secteur privé, la société civile, les partenaires au développement, les activistes et autres. C'est ce qui permet de dire aujourd'hui, on a une culture de dénonciation qui prend forme et c'est à saluer. Il faut féliciter tous les acteurs de la chaîne dont on parlait. D'accord. Monsieur Nieblé, vous êtes tout le temps en contact avec la communauté, on vient de dire, il y a plusieurs actions qui sont menées. Déjà, est-ce que vous observez, vous qui êtes sur le terrain, parfois des freins à ces actions qui sont menées contre les VBG? Oui, bien sûr, bien évidemment, quand on est sur le terrain, quel que soit le secteur, le domaine d'activité, il y a toujours des freins, il y a toujours des obstacles. Alors, les obstacles sont de plusieurs natures. Il y a des obstacles d'ordre institutionnel, d'ordre culturel. Il le disait tout à l'heure, la question des normes sociales qu'il faut déconstruire. Parce que c'est surtout la base de la perpétuation de ces violences-là. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en 2025, on a encore des poches de résistance de stéréotypes? Oui, mais bien sûr. Oui, mais bien sûr. Ces campagnes. Quand on voit l'évolution des chiffres, c'est vrai, il a donné des raisons, je suis tout à fait d'accord, mais on ne peut pas s'empêcher quand même de dire que, au regard des chiffres, des données qu'il a rappelé tout à l'heure, il y a quand même des freins qui ne nous permettent pas d'avoir les coups de franche pour pouvoir agir. Regardez par exemple la question, peut-être qu'il en a parlé, la question de la femme qui reste toujours la cadette sociale. La femme, quel que soit son âge, dans la famille ou dans la communauté, elle reste toujours considérée comme une cadette. De sorte que l'on va lui dénier tout ce qui est droit autour pour pouvoir ne regarder que l'aspect culturel. Or, qu'on soit femme, qu'on soit homme, fille ou garçon, on a exactement les mêmes droits. Madame Ongwa, elle aimait à dire souvent à ses interlocuteurs, quand vous entrez dans votre intimité avec votre épouse, y a-t-il une différence pour procréer une fille ou un garçon? Mais il n'y a pas d'autre façon. C'est la même façon également. Donc, je pense que à partir de cela, les femmes doivent pouvoir jouir de leurs droits aussi bien que les hommes. Donc, il y a cette situation culturelle-là qui fait. Mais à côté de cela, il y a aussi nos institutions qui souvent sont un frein. Regardez par exemple, la Côte d'Ivoire a une palette de lois, de conventions bien écrites, bien rédigées, adoptées et tout cela qui ne s'attendent qu'à être appliquées. Mais aujourd'hui, on note malheureusement qu'il y a un frein dans la mise en œuvre de ces lois, de ces dispositifs. Alors, mais je rappelle que c'est un constat qu'on fait dans tous les pays dont l'Alliance Droits de l'Homme que je représente ici est fait. Ce constat, il est fait partout. Que ce soit au niveau des statistiques, elles sont en croissance, que ce soit la question de la mise en œuvre des lois, ce sont les mêmes défis. Les questions de la culture, du silence, le règlement amiable, ce sont exactement les mêmes réalités que nous vivons. D'accord. Monsieur Ghislain Coulibaly, est-ce qu'on peut rappeler un peu les mécanismes institutionnels mis en place pour lutter contre les VBG? C'est vrai, monsieur Nieblé en a parlé un peu, mais de façon très claire, quelles sont les lois, les dispositions, quelques dispositions pour rappeler à toute l'opinion publique que ces lois existent? Alors, peut-être dans un premier temps, si je convoque le cadrage politique et stratégique, je vous ai dit que la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un document de référence qui est le document de stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre de 2014. Et dans ce document, la prise en charge est holistique. Et donc,
dans la mise en œuvre de cette stratégie, la Côte d'Ivoire a pu mettre ou installer aujourd'hui 95 plateformes de lutte contre les violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire. C'est vrai, le maillage territorial n'est pas total, mais il faut saluer l'effort du gouvernement. Et tenez-vous bien, les plateformes de lutte contre les violences basées sur le genre sont des plateformes multi-acteurs. Donc vous allez avoir des professionnels, donc les travailleurs sociaux, vous allez avoir les leaders communautaires, donc les chefs traditionnels, les guides religieux, les spécialistes en santé. Vous allez avoir les forces de défense et de sécurité, les organisations de la société civile. Donc ce sont ces plateformes-là, véritablement, qui font ce qu'on appelle le principe du référencement et du contre-référencement. Concrètement, quelles sont les portes d'entrée? Les centres sociaux en Côte d'Ivoire sont des guichets de vulnérabilité. Et vous pensez que ces centres sociaux-là jouent effectivement leur rôle? Ils jouent un rôle fondamental parce qu'ils sont dans la proximité. L'encadrement, c'est un encadrement de proximité. J'ai dit c'est le premier guichet de vulnérabilité parce qu'une femme qui est victime de violences physiques ou de violences psychologiques et émotionnelles dans son foyer peut se rendre dans un centre social pour aller présenter sa vulnérabilité et il y a des spécialistes, des experts qui vont faire l'écoute active et la prise en charge en fonction de la nature du besoin va se faire. Donc vous avez les centres sociaux, vous avez également les complexes socio-éducatifs qui sont également des portes d'entrée. Et sur l'ensemble du territoire, on a ces complexes socio-éducatifs. Mais ces deux guichets que je viens d'identifier vont travailler avec les commissariats. Je vous donne l'information de ce qu'aujourd'hui, il n'existe aucun commissariat en Côte d'Ivoire où on n'a pas de bureau d'accueil genre ou un point focal genre. C'est-à-dire, si on n'a pas installé le bureau d'accueil genre, ce qu'on appelle les gender desk, vous allez voir un point focal. Pour dire que la police nationale est intégrée dans le système de référencement, donc de prise en charge. Vous avez les gendarmeries en milieu rural. Il y a aussi des bureaux d'accueil genre. C'est une porte d'entrée. Quand vous rentrez dans les hôpitaux, si vous avez un cas de viol ou un cas d'agression sexuelle, automatiquement, la survivante peut se rendre dans un centre social. Donc, pour dire aujourd'hui, il y a tous ces mécanismes qui existent et ce sont ces mécanismes qui nous permettent de tenir une base statistique pour la traçabilité de nos différents cas. Et c'est très important. Maintenant, vous avez posé une question qui est pertinente. Quels sont les obstacles? Oui. Mat Akissi, les obstacles sont structurels. Les obstacles sont structurels, mais le gros défi, mais il est sociologique. Parce qu'aujourd'hui, en plus de la femme qui a un statut de cadette dans la relation homme et femme, vous avez qu'il y a une certaine perception de la violence. Comment dans la société patriarcale on perçoit la violence? La violence ou le recours à la violence est perçu comme un moyen de contrôle. Donc, il est légitime d'avoir recours à la violence pour discipliner une femme. Il est légitime d'avoir recours à la violence pour satisfaire sa vulnérabilité masculine. Mais c'est un moyen de virilité. C'est pour cette raison que je dis, le problème il est sociologique, puisqu'on est dans des contextes où, a priori, on peut le dire, il y a une forme de tolérance de la violence. Et je vais vous surprendre. Les statistiques montrent que les violences domestiques sont les plus nombreuses. Alors que, paradoxalement, c'est dans la cellule familiale qu'on doit avoir le premier rideau protecteur. Ça veut dire que ceux qui sont auteurs de violence ou de violence basée sur le genre sont les personnes qui vivent dans notre sphère intime, sont les personnes qu'on côtoie au quotidien. Justement, j'ai un cas assez pratique et palpable avec vous, monsieur Nieblé, puisque vous êtes toujours en contact avec les victimes. Une femme qui subit une violence conjugale et l'auteur est au domicile. Elle a un enfant avec ce dernier. Elle n'a pas d'argent. Dans la première heure, qu'est-ce qu'elle fait si elle est battue ou si elle subit donc ces violences-là? Alors, merci beaucoup. Lorsqu'on constate ou qu'on est saisi d'un cas de violence, peu importe le type de violence, nous référons d'abord auprès d'un centre de santé pour que sa vie soit préservée, que de ce point de vue-là, elle soit hors de danger
avant de poursuivre le processus. C'est ce qu'on appelle le circuit de prise en charge. Une fois qu'au niveau médical, on est rassuré, il faut ramener la survivante, parce qu'on ne les appelle pas victimes, ce sont des survivantes. Oui, dans le jargon. Dans notre jargon, oui. Donc il faut ramener la survivante à un point d'entrée effectif dans le cursus. Alors, c'est notamment les plateformes VBG qui sont logées, comme il a dit, dans les centres sociaux ou dans les complexes socio-éducatifs. Là, on va faire l'écoute, donc la prise en charge psychosociale, qui va permettre de déceler tous les besoins de la personne survivante de VBG. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Alors, et là, on fait l'enregistrement de toutes les données de la personne qu'on a en face pour pouvoir intégrer la base de données GBV-IMS. Une fois que cela est fait et qu'on a identifié tous les besoins pour pouvoir référer cette personne, il faut demander son consentement à être référée ou non. La personne peut être dans un état délabré, mais elle vous dit, moi, je veux m'en aller à la maison pour me reposer. Je n'ai pas besoin d'autre. Mais nous, notre rôle, c'est d'éclairer cette personne survivante de VBG pour que, in fine, la décision qu'elle prend d'y aller ou de ne pas y aller soit vraiment une décision bien éclairée. Et une fois que, si la personne veut décider de poursuivre, d'aller de l'avant avec nous, eh bien, nous allons l'aider à aller soit à la police ou au tribunal, ou alors continuer les soins médicaux ou la prise en charge psychosociale. Maintenant, si son état nécessite de la mettre en contact avec un psychologue, on le fait. Mais là encore, cela dépend de la résilience de la survivante ou du survivant. Alors, si son état nécessite vraiment qu'on la réfère auprès d'un psychologue, on va le faire pour que elle soit effectivement, la prise en charge soit holistique. Alors, je voudrais juste ajouter que... Parce que je rappelle que dans la deuxième partie, on aura l'occasion de parler largement des mécanismes de signalement, de porte de plainte et d'autres choses aussi. Oui, juste revenir un peu sur l'état des lieux, parce qu'il en a parlé suffisamment. L'état des lieux, aujourd'hui, je m'en voudrais de ne pas saluer les efforts entrepris par le gouvernement et ses partenaires. Ça, c'est indéniable qu'aujourd'hui, les questions de violence basées sur le genre sont bien adressées. Avec tout ce qu'il a énuméré, mais il y a également que la loi, elle est aujourd'hui explicite. Prenons le cas du viol. Avant, le viol n'était pas défini. Donc, ça donnait beaucoup de matière à réflexion au magistrat qui reçoit un cas de viol. Aujourd'hui, il y a une définition claire qui est assez précise et assez large pour sanctionner toute personne impliquée dans le viol. Et donc, ça, c'est une avancée notable que nous notons. Toutes les dispositions qui punissent les VBG ou les cas de VBG sont aujourd'hui intégrées au code pénal. Aujourd'hui, c'est une avancée que nous saluons. Au niveau institutionnel également, il a parlé des plateformes VBG qui sont également et qui font du travail de fond, du travail de proximité inestimable que nous voulons saluer et que nous appuyons parce que nous faisons partie de ces plateformes VBG dans les régions où nous intervenons. D'accord. Et justement, dans cette deuxième partie, les violences basées sur le genre, un phénomène qui a encore la peau dure dans nos sociétés malgré toutes ces dispositions et qui met à mal de nombreuses actions de lutte gouvernementale ou encore sociale. Vous le verrez dans ce reportage signé Siaka Kone. La lutte contre les violences basées sur le genre, VBG, reste un défi majeur en Côte d'Ivoire. Malgré les campagnes de sensibilisation et les actions gouvernementales, les cas de violences faites aux femmes et aux jeunes filles persistent. Dans les foyers, les écoles, les lieux de travail et même en ligne, la gente féminine fait l'objet des violences. Le principal défi réside dans le silence. Beaucoup de personnes victimes, en tout cas ces femmes-là qui sont victimes de viol, n'en parlent pas assez. C'est un cri de cœur que nous faisons aussi aux autorités parce que c'est une question centrale. C'est une question qui mine la société. C'est une problématique qui a détruit la vie de pas mal de personnes et qui aujourd'hui mérite d'être réellement mise sur la table. Ce sont des situations que beaucoup de personnes vivent mais qui n'en parlent pas,
qui n'en parlent pas parce que c'est douloureux. Tu te demandes comment tu vas faire, comment les gens vont te regarder et autres. Voilà. Et surtout quand tu fais honneur à ta famille, les gens vont dire beaucoup de choses sur toi. Par peur, par honte ou par pression sociale, de nombreuses victimes se taisent. À cela s'ajoute l'insuffisance des centres d'écoute et d'accompagnement psychologique. Ceux existants sont souvent méconnus ou inaccessibles, surtout par la population rurale. Au plan judiciaire, la lenteur des procédures et le manque de formation de certains acteurs constituent un frein dans la lutte. Mais les efforts se multiplient. Ministère de la Femme, ONG, leaders communautaires et religieux s'impliquent davantage. Des perspectives demeurent. Il s'agit entre autres de renforcer l'éducation des jeunes sur le respect de l'autre, étendre les centres de prise en charge, améliorer l'accès à la justice et surtout encourager la dénonciation. Parce que briser le silence, c'est déjà commencer à guérir. Et voilà les défis, les obstacles dans la lutte contre les VBG en Côte d'Ivoire. Monsieur Ghislain Coulibaly, on l'a entendu dans ce reportage de Siaka Kone, le silence. Dites-nous. Le silence, c'est vraiment un gros défi. Hein. C'est vraiment un gros défi dans cette prévention et cette lutte, simplement parce que nous sommes dans des sociétés où cohabitent deux systèmes. On a le système traditionnel qui est caractérisé par le primat du collectif sur l'individu. Et dans ce système qui repose sur nos us et coutumes, sur nos normes sociales, on va rechercher la cohésion sociale. On va rechercher la solidarité entre les membres du lignage, de la tribu, donc de la famille. Mais c'est un non-sens que d'aller dénoncer un membre de sa famille auprès de la police ou de la gendarmerie. C'est un non-sens que de l'envoyer devant les juridictions compétentes parce que sociologiquement, c'est une mort sociale, être en prison. Regardez bien le contexte sociologique. Maintenant, à côté, on a le système moderne. Le système moderne, c'est le primat de l'individu sur le groupe. On est dans des approches droits humains. Et là-bas, si c'est le primat de l'individu sur le groupe, lorsqu'il y a une infraction, on dit que vous pouvez saisir les autorités compétentes pour que justice vous soit rendue. Voici la superposition de ces deux systèmes. Mais une survivante ou un survivant a du mal à aller dénoncer parce qu'il sera victime de stigmatisation, victime de raillerie. Voyez-vous, donc ça laisse monter en puissance les cas de règlement à l'amiable. Les règlements à l'amiable sont un défi pour la réussite de la lutte contre les violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire. C'est un vrai défi. D'accord. Un autre défi, Monsieur Nieblé, qu'on a entendu dans le reportage, c'est l'accessibilité aux dispositifs mis en place, tels que les commissariats, par exemple. Vous qui êtes proche tant des survivantes ou des victimes, voilà. Est-ce qu'il y a eu des cas où des femmes ont refusé peut-être de se rendre au commissariat ou encore, étant au commissariat, ont été carrément refoulées? Oui, c'est un fait, nous constatons très régulièrement. Comme je disais tout à l'heure, nous, quand on reçoit les personnes survivantes, nous les amenons à adopter ce qui est bien pour elles. Mais comme nous ne pouvons pas nous substituer à leur volonté, alors souvent, c'est malgré nous que nous les voyons retourner chez eux sans avoir fait tout le circuit. C'est très récurrent de voir qu'une femme refuse de rencontrer, d'aller au commissariat ou d'aller voir un procureur pour pouvoir porter plainte. Parce que pour déjà, les questions de violence conjugale, par exemple. Oui, pour les questions. Alors, ce qu'on nous répète souvent, c'est que c'est mon mari. J'ai des enfants avec lui. Si je le mets en prison, qui va s'occuper des enfants? Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais dans ce cas, on se voit souvent désarmé. Parce que y apporter une réponse voudrait qu'on règle les questions de subsistance, les questions de ressources, les questions d'autonomisation de la femme. Et parce que justement, la question de l'autonomisation est une des réponses au VBG. Mais si vous n'avez pas immédiatement les ressources pour y faire face, c'est difficile. Mais heureusement que dans la stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre, un aspect, c'est de renforcer la résilience économique
des femmes pour qu'elles cessent d'être manipulées, elles cessent d'être des survivantes de violences parce qu'elles n'ont pas de ressources. Et donc, c'est le fait que nous constatons. Au commissariat également, il y a la banalisation de la violence. Une femme qui survit à un viol et qui veut que la justice soit faite, on lui demande mais comment tu t'es habillé quand il t'a violé? Peut-être. Il y a eu déjà des cas. Oui, bien sûr, bien sûr. Peut-être tu t'es en mini-jupe, c'est pour cela que le monsieur n'a pas pu se retenir, c'est toi qui l'as provoqué, etc. Il y a longtemps, donc je peux citer le commissariat, je ne sais pas. Bon, donc je n'y arrive pas, mais en fait, il y a un cas que nous avons référé à un commissariat dans le district d'Abidjan où on nous a imposé la fourniture d'un certificat médical. Justement, j'allais poser la question. Oui. Beaucoup d'ONG se plaignent de la non-gratuité du certificat médical en cas de viol. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Alors, j'y vais et puis il va, comme j'étais déjà lancé. Ah oui. Alors, la question du certificat, les autorités se sont penchées véritablement sur la question. D'abord, il y a eu une circulaire du conjointe du ministère de la Justice et du ministère de la Famille à l'époque pour que les agents de police ou de gendarmerie ne fassent plus de cela une condition pour pouvoir porter plainte. Et d'ailleurs, la loi l'atteste, ce n'est pas une condition. Il appartient seul au procureur, quand il reçoit le dossier de la plaignante ou du plaignant, d'exiger en fonction des éléments qu'il a ou dont il a besoin pour prendre sa décision, il va recourir au service du médecin qui aura préalablement reçu la personne pour pouvoir compléter le dossier, pour lui permettre de l'instruire en bonne et due forme. Donc, cela n'est pas une raison valable que d'imposer la production d'un certificat médical au moment où on porte la plainte dans un commissariat ou dans une brigade de gendarmerie. D'accord. Monsieur Ghislain Coulibaly, très rapidement, parce que nous sommes pratiquement... Oui, j'avoue que quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Le gouvernement est très engagé contre ce fléau. Je peux vous dire que quand vous regardez ce que le gouvernement a fait, le gouvernement a investi 12 milliards de 2020 à 2024. Et c'était pour la protection, pour l'accompagnement et la reconstruction des victimes. Il y a eu 8560 victimes qui ont été prises en charge médicalement et psychologiquement. Il y a eu 700 femmes qui ont été assistées juridiquement. 33 bureaux d'accueil genre dans les différents postes de police. 5219 leaders communautaires et 1157 guides religieux qui ont été formés. Et je termine en disant et en rassurant l'Espagne Blé, aujourd'hui, les policiers, les gendarmes sont régulièrement formés. Ce qu'il dit, je l'atteste, ça a existé. Mais c'est un lointain souvenir puisque nous travaillons au changement de mentalité, d'attitude, de comportement. L'État fait sa part, mais les organisations de la société civile font leur part. Je vous assure qu'aujourd'hui, on a un cadre législatif qui est riche. La preuve, quand vous prenez la loi de 2021, 894 du 21 décembre 2021 relative aux mesures de protection des victimes de violences domestiques et de violences sexuelles autres que domestiques, on va jusqu'à toucher la sphère intime. Le gouvernement est engagé et il appartient à toute la communauté de s'approprier. Il faut dénoncer. Dénoncer, pour les hommes, c'est faire preuve de masculinité positive. Il faut briser le cycle vicieux des VBG qui se perpétuent de génération en génération. Là, nous sommes là dans les recommandations. Oui, c'est pas seulement l'État. Nous pensons que un gros défi, c'est la masculinité toxique. Les hommes sont les principaux auteurs des violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire. Les hommes sont les artisans du règlement à l'amiable. Les hommes sont les principaux vecteurs de l'idéologie patriarcale. Ce qu'il faut, c'est faire en sorte de déconstruire cette masculinité négative ou toxique pour ériger
une masculinité avec des valeurs d'empathie, les valeurs démocratiques, les valeurs de non-violence et surtout de respect de la dignité. Le féminicide, là, c'est un crime. Notre plaidoyer, c'est de faire en sorte qu'il soit reconnu comme une infraction dans le code pénal de 2019. Et il faut une tolérance zéro contre toutes les formes de VBG en Côte d'Ivoire. Donc pour vous, il faut que les hommes soient impliqués et au cœur de cette... Il faut qu'ils soient alliés et partenaires pour que la courbe des VBG s'infléchisse et qu'ils accompagnent les femmes dans leur autonomisation. Savez-vous que si nous avons un PIB de moins de 2 chiffres en Côte d'Ivoire, c'est à cause des coûts économiques de violence basées sur le genre. Il faut que ça s'arrête parce que c'est 6 à 8 milliards de dollars que nous perdons chaque année à cause des VBG et de la non-mise en œuvre de la politique genre en Côte d'Ivoire. D'accord. Monsieur Nieblé, nous sommes déjà dans les perspectives. On a toutes les dispositions juridiques, tous les mécanismes. Malgré tout cela, des défis résistent et persistent. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Oui, d'accord, avant d'y répondre, juste dire que j'ai rappelé la question comment on appelle cela, qui a existé par le passé, ou dans un passé très récent, qui constituait un obstacle dans la prise en charge juridique et judiciaire, que constituait le certificat médical, simplement parce que la lutte n'est pas terminée. Et vous allez même constater ici et là des situations isolées qui pourraient être rappelées, relancées et constituer ce frein que nous avons connu. Alors, cela dit, je pourrais revenir à votre question. Vous me rappelez? Nous parlons maintenant de perspectives. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Alors, malgré tout, les perspectives au regard de tout ce qui a été dit, au regard de l'état des lieux qui a été dressé, au regard de toutes les difficultés, les obstacles que nous avons énumérés, mais c'est vrai, on reconnaît que l'État fait énormément, surtout sur la question des violences basées sur le genre. Parce qu'il faut reconnaître que c'est une violence universelle. On la trouve dans toutes les régions du pays, on la trouve également dans tous les pays. Ensuite, c'est une violence, il vient de le dire, de santé publique. C'est un problème de santé publique. Les VBG grèvent le budget de la santé en Côte d'Ivoire et c'est important de le souligner. Ensuite, c'est une violation des droits de l'homme. C'est pour cela que je salue cette collision entre le 10 décembre, qui est la journée internationale des droits de l'homme, et puis cette place que vous nous faites pour en parler. Donc, c'est une violence, c'est une question de violation des droits humains. Il faut en parler, il faut prendre les dispositions. Alors, en termes de dispositions, pour aller vers les perspectives, je crois qu'il faut renforcer la prise en charge judiciaire des survivants et survivantes de VBG. Il faut mettre des ressources pour que la question... il faut mettre des balises pour que la question du certificat médical, qui a connu peut-être un règlement, soit vraiment un passé lointain derrière nous, comme il l'a dit. Ensuite, la question de la mise en œuvre des différentes lois qui sont bonnes, que nous saluons tous les jours. Il faut que les dispositions soient prises pour que ces lois soient vulgarisées. Nous le faisons, c'est notre travail de vulgarisation. Il faut que cela soit su des populations pour lesquelles on a pris ces dispositions-là. On veut saluer aussi la convention qui a été récemment adoptée en 2015 par l'UA, l'Union africaine. Sur quoi précisément? Sur les violences basées sur le genre et globalement les droits de la femme et de la fille. Alors il faut aujourd'hui que les États se l'approprient et qu'on puisse la faire connaître et que nous aussi nous puissions appuyer l'État à sa mise en œuvre. Donc il faut la domestiquer pour que ça entre dans notre système juridique pour pouvoir l'adopter. Ensuite, il y a la question des ressources. Parce que nous sommes la question des ressources. Quand on parle de prise en charge médicale, psychosociale, économique et autres, cela nécessite des ressources. Il a parlé de 12 milliards qui ont été engagés. Oui, sur 3 ans, je le vois sur 4 ans, ça je le sais, mais il faut aller d'avant, il faut aller loin. Aujourd'hui, on a une stratégie qui est latente
pour pouvoir être... Elle n'a pas adopté. Je veux dire clairement, elle n'est pas encore adoptée. Et nous voulons vraiment demander au gouvernement de faire des efforts parce qu'elle prévoit un budget. Si elle n'est pas adoptée, on ne pourra pas mobiliser ces ressources-là. Et justement, pour finir, notre plaidoyer que nous portons dans le cadre de notre projet Alliance Transformative, qui est un projet sous-régional, je voudrais demander au gouvernement de nous aider à mobiliser des ressources pour pouvoir faire la prise en charge holistique des questions de violence basées sur le genre. Merci beaucoup à vous, M. Nieblé. Merci pour toutes ces explications et recommandations à vous également, M. Ghislain Coulibaly. Merci. On arrive au terme de Ça fait l'actualité sur l'engagement des contre les VBG. Quelle avancée perspective dans la lutte et on peut le dire, la violence commence par l'irréparable. Alors, au-delà des 16 jours d'activisme contre les VBG le 10 décembre, retenons l'essentiel. Au premier signal, ne pas banaliser, mais agir en signalant et en dénonçant. Merci à tous nos invités et à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt pour un autre numéro.